Merci d'être venus aussi nombreux. Donc, je me présente brièvement, je suis docteur en médecine, comportementaliste et cognitiviste. Je dirige un institut, donc l'Institut de médecine environnementale à Paris, qui est un institut privé, on va en parler un peu plus tout à l'heure. L'étude qui a été réalisée s'appelle l'étude ESTIME, étude sur le stress au travail IME, et elle a été réalisée en collaboration avec TNS Sofres pour avoir des panels représentatifs des actifs au travail dans les différentes régions et pays explorés. Donc c'est véritablement représentatif du poids, si on peut dire, que ça représente au niveau de l'activité et au niveau, bien entendu, de l'impact sur l'économie et sur le social, évidemment. Donc cette étude, tout d'abord, est une étude sur laquelle on va présenter bien entendu des résultats. La méthodologie, ça va être très bref, hein, sauf si vous avez après des questions. Surtout la question qui va être abordée au cours de cette présentation, c'est quel poids ça représente, quels sont les sujets qui sont les plus particulièrement concernés au sens des individus, au sens des causalités qu'on peut supposer à travers un certain nombre, vous verrez, d'analyses statistiques qui permettent d'essayer d'évaluer, si on peut dire, les causes du stress sous-jacentes. On a abordé trois dimensions, l'individu, le management, l'organisation, et puis, bien entendu, derrière, des stratégies d'action qui peuvent être évoquées à partir de là, et qui sont, si on peut dire, l'objet de discussions et l'objet d'illustrations aussi concrètes que possible. Donc, dans un tout premier temps, je vais repasser très brièvement la parole à Chantal van der Last. Donc, l'Institut de médecine environnementale a été créé il y a 25 ans. Donc 25 ans de recherche dans l'approche neurocognitive et comportementale. Et il y a 4 ans, nous avons décidé de créer l'Institut de neurocognitivisme que j'ai la chance de développer et de gérer. Alors toute cette aventure est possible et a été possible grâce aussi à Pierre Mourkens qui est ici présent, entrepreneur visionnaire qui dès le début a cru en l'IME et en Jacques Fradin. Bien, donc rentrons dans le vif du sujet. Cette étude a pour ambition, après on verra ce que les ambitions produisent, mais elle a pour ambition d'essayer de réaliser tout d'abord un état des lieux, une analyse, comme je l'ai dit, de l'intensité et de l'étendue du stress au travail et dans son évaluation. Je précise que beaucoup d'études ont été réalisées sur ce sujet-là, bien entendu, et que là on zoome tout particulièrement sur la dimension individuelle, de l'individu plutôt, ou psychologique, du stress au travail. Autrement dit, on ne s'intéresse pas aux problèmes purement organisationnels. Quand on parle d'organisation ici, c'est l'interaction entre l'individu et l'organisation, ou le management, ou l'individu. Donc c'est la dimension plutôt comportementale du stress. Et bon, différentes études ont permis de voir qu'en gros, les dimensions organisationnelles classiques pèsent pour à peu près la moitié du poids du stress, comme on dit en analyse factorielle, en statistique. Et l'autre dimension, l'autre moitié, c'est la dimension de l'interface entre l'individu et l'organisation. Donc, deux caractéristiques particulières de cette étude, c'est cette dimension plutôt liée à l'analyse de la dimension psycho-comportementale et sociale de ce stress au travail. La deuxième particularité, c'est qu'il y a une dimension très transdisciplinaire. On part des neurosciences, des connaissances sur le cerveau, en passant par les sciences cognitives, les thérapies cognitives, donc toutes les connaissances actuelles sur la psychologie de l'individu, en évoluant vers la dimension psychosocio-organisationnelle. Donc cette transversalité est une des originalités de l'étude. Et puis bien entendu, il y a aussi, au sens purement, je dirais, explicatif, la volonté d'essayer de mieux comprendre à travers ces liens qu'est-ce qui peut produire et non pas seulement comment on peut l'illustrer. On va essayer d'être moins symptomatique, si on peut dire, un petit peu plus explicatif. Bon, tout cela, évidemment, c'est une exploration qui n'est pas prête d'être terminée. C'est un sujet très vaste et très complexe.
Donc, tout d'abord, pour resituer un petit peu sous un angle qu'on peut nommer systémique, le stress, en fait, naît à l'interface de 3 dimensions que je viens d'évoquer tout à l'heure, que Chantal aussi avait évoqué. Et c'est ces 3 dimensions qui sont étudiées. Maintenant, la question est de savoir quel est l'impact que ça a sur le fonctionnement également de l'entreprise. Bien sûr que ça a des impacts sur les individus, les risques psychosociaux, comme on le nomme souvent. Autrement dit, le poids sur la santé psychologique des individus ou leur épanouissement, comme on veut, la qualité de vie au travail, dirait-on dans l'autre sens. Mais ça a aussi un impact sur les performances. Juste avant de développer cette étude, pour dire quand même que cet impact est très important, le professeur Gosselin, par exemple, a réalisé ce qu'on appelle une méta-analyse sur les 52 études qui ont été l'objet de sa méta-analyse entre 1980 et 2006, montrant que le stress au travail représente dans 75% des études plutôt, le stress au travail est directement lié à la dégradation des performances économiques de l'entreprise. C'est linéairement lié, ça veut dire que même un stress léger dégrade les performances de l'entreprise économique, dans 75% des études. 10% des études seulement montrent la relation qu'on décrit souvent dans les cours de management, comme quoi un peu de stress c'est tonique, et puis plus de stress ça dégrade. Seulement 10% des études, et dans 15% des études, il n'y a pas de relation. Donc on voit que quand on parle de bon stress, de stress positif, je crois que c'est une perception plus subjective de certains. Allez savoir peut-être de certains managers qui pensent qu'en stimulant par le stress, on va obtenir davantage. Eh bien non, les études réalisées qui mesurent des données les plus objectives possibles, clairement tentent à montrer le contraire. Le stress n'est pas bon au travail. Il n'est pas bon pour les individus, ça on le savait déjà, il n'est pas bon non plus pour les entreprises. Alors, bon, bien sûr, le stress au travail, on en parle particulièrement en France depuis quelques années. Vous avez probablement suivi les suicides au travail qu'il y a eu dans un certain nombre d'entreprises françaises. Je suppose que ce n'est pas seulement français, mais quand même, on va voir que dans l'étude comparative entre différents pays, la France se débrouille bien sur le plan du stress au travail, je veux dire. Et on verra donc comment, à travers cela, on peut essayer de mieux comprendre les mécanismes qui sont derrière. Alors, un peu plus en détail, qu'est-ce qu'on a voulu étudier à travers ces différentes régions? La France, tout d'abord, la Belgique francophone et néerlandophone, on était bien obligé de faire 2 questionnaires différents. Donc on en a profité pour faire une étude comparative. La Suisse romande, francophone, et le Québec. Donc, 4 pays ou régions francophones, une néerlandophone. Ça nous permettait d'avoir d'une part, dans une certaine mesure, il faut prendre bien sûr tout ça comme n'étant pas représentatif de la planète entière, mais une différence entre la culture francophone dans son ensemble et la culture néerlandophone, en tous les cas en Belgique. D'avoir également la comparaison entre 2 pays qui sont dans l'Union européenne et une qui est en Europe mais pas dans l'Union européenne, la Suisse, et une qui est de l'autre côté de l'Atlantique, qui est le Québec. Donc, est-ce qu'on voit des différences significatives? Les questions, très brièvement, ont porté sur des indicateurs du stress. Alors je précise qu'on n'a pas étudié le stress de façon homogène, on a étudié, vous allez le voir, des sous-composantes du stress. On a étudié, si on peut dire, le ressenti du stress, on a étudié le stress comportemental, c'est-à-dire dans quelle mesure ça change les comportements, ça crée des addictions, des tendances à regarder la télé névrotiquement, à manger ou à boire de façon peu contrôlée, etc. Bon, il y a également une dimension du stress pathogène, c'est-à-dire qui crée des troubles du sommeil, des troubles de santé, et qui traduit souvent un stress plus chronique, plus intense et plus chronique. Et puis une stressabilité, c'est-à-dire une tendance à réagir de façon anormalement intense par le stress à des circonstances difficiles. Le tout en une auto-évaluation, évidemment. Et puis des questions également sur d'autres facettes du moral des répondants, on verra lesquelles. Ensuite, on a essayé de relier ce stress sous ces différentes facettes à d'autres dimensions, dans la dimension individuelle, des critères sur l'adaptabilité, on verra de quoi il s'agit, sur les motivations,
sur des comportements, je dirais, qui peuvent avoir des caractères addictifs ou autres, et sur la confiance en soi. La dimension managériale, on verra qu'il y a des dimensions sur les mécanismes de la confiance, dans quelle mesure un manager est capable de produire ou pas de la confiance, de la gérer, de gérer les rapports de force en sens inverse, et puis le sens au travail ou l'esprit d'équipe. La dimension organisationnelle, là aussi, on développera tout cela, c'est la façon, si on peut dire, dont on met en œuvre un poste de travail et où on le rend ce qu'on appelle biocompatible, c'est-à-dire compatible avec le fonctionnement humain. En tous les cas, selon certains critères que je vais présenter aussi. Quelques résultats clés. Bon, quelques-uns pour comparer les différents pays, pour voir si vraiment, a priori, ça a à peu près le même poids. Vous pouvez voir, pour ce qui est de la Belgique, donc francophone, néerlandophone, qu'est-ce qu'on peut voir? Vous avez en orange ceux qui ont répondu sur tous les slides que vous aurez après, pas d'accord ou pas du tout d'accord, et de l'autre côté, d'accord et totalement d'accord. Vous n'avez pas au milieu le plutôt d'accord ou plutôt pas d'accord qu'on a éliminé pour regarder les aspects les plus caractéristiques. Bon, on peut voir que dans l'ensemble, je suis satisfait de mon travail. Bon, il y a quand même 74% des salariés dans l'ensemble des 7000 répondants qui sont plutôt satisfaits de leur travail, ce qui est quand même globalement un bon chiffre. Les différences entre pays ne sont pas gigantesques. On peut dire que les francophones ont plutôt tendance à dire qu'ils sont plus satisfaits que les néerlandophones. Mais ce n'est pas très important. Pour ce qui est de l'épanouissement au travail, il y a une différence plus marquée. Globalement, les francophones considèrent que leur travail est plus un facteur d'épanouissement que les néerlandophones. Si on compare la France, elle est un peu entre les deux par rapport à ça. Pour ce qui est des troubles induits par le travail sur la santé, notamment pour commencer sur le sommeil, on s'aperçoit que d'une façon générale, les francophones ont tendance à être plutôt plus perturbés par leur travail que les néerlandophones. Pour ce qui est de la dégradation de la santé, c'est la même chose. Les francophones, d'une façon générale, sont significativement, tous ces chiffres sont significatifs avec 7000 répondants, de toute façon, tous les chiffres qu'on vous montre le sont. Voilà. Ce qui fait quand même pas mal de gens. Si on regarde bien, un salarié sur 4 estime que le travail dégrade sa santé. C'est quand même un certain poids. Et l'épuisement psychologique, on retrouve cette même césure qu'on trouve sur beaucoup de, vous allez voir, de slides. Belgique francophone qui estime que l'épuisement psychologique est plus important que ne l'estiment les néerlandophones. Malgré tout, 29% globalement des salariés estiment que le travail tend à les épuiser. Et pour ce qui est du stress, eh bien, on retrouve à peu près les mêmes chiffres. Donc, la stressabilité, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est un concept plutôt psychologique qu'on étudie dans les thérapies dites cognitives. Autrement dit, est-ce qu'un individu surréagit à des stresseurs, à des facteurs, à des situations difficiles, à des facteurs externes? Et là aussi, on voit que globalement, les néerlandophones ont tendance à être plus phlegmatiques, on va dire, moins engagés, en tous les cas, moins hyper réceptifs au stress que l'ensemble des autres répondants. On a étudié par ailleurs 3 formes de stress. Peut-être certains se souviennent-ils des travaux de Henri Laborie. Fuite, lutte, inhibition, autrement dit anxiété, agressivité au sens défensif du terme, et découragement. Et voilà, on va dire qu'on ne dégage pas de différences très significatives, ni entre les hommes et les femmes, ni entre les jeunes et les vieux, ni entre les populations. On va dire qu'en tous les cas, voilà, il y a 20% des gens qui souffrent du stress, au moins sous une de ces 3 formes, ou sous plusieurs de ces 3 formes. C'est important de le savoir parce que quand on ne traite que le stress anxieux, la fuite, on peut avoir des représentations soit qui ne sont pas tout à fait significatives et surtout qui laissent à penser que certaines populations sont moins réceptives que d'autres, notamment le stress de lutte, autrement dit la susceptibilité, la colère, la tension, les contractures au niveau du cou, des épaules, etc. Tout ce qu'on peut ressentir
à travers cette tendance à la colère, à une intolérance, si on peut dire, une réactivité de combat, si on peut la nommer ainsi, ou le découragement, qui sont des formes de stress également, les trois formes, fuir, se battre ou se cacher, ces trois formes différentes de la même chose, eh bien ça permet de voir qu'effectivement il y a des populations, par exemple, notamment chez les cadres, qui ont tendance à réagir davantage peut-être par la lutte, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont moins stressées et que les pathologies qui en découlent sont très différentes. Donc voilà le stress somatique. 24% des gens décrivent des symptômes de somatisation liés au stress au travail. Autrement dit, si on veut le dire au sens maintenant plus organisationnel, vu du point de vue de l'entreprise, la stressabilité, c'est plutôt un problème d'individu. J'ai une prédisposition à réagir par le stress, mais vraisemblablement, je l'avais bien avant d'être au travail. Par contre, le stress somatique traduit non pas une potentialité à, mais bel et bien un niveau d'intensité, une chronicité de ce tableau. Et a priori, on voit également dans les corrélations, comme on verra tout à l'heure, qu'il y a une forte corrélation entre ce stress somatique, si on peut dire, et le risque psychologique. Donc là, on arrive au stress comportemental, c'est-à-dire le fait que ça induise chez nous des réactions de type se coller devant la télé sans pouvoir s'en décoller parce qu'on a besoin de se soulager et d'oublier, en quelque sorte, ou on grignote, on consomme des calmants, on consomme de l'alcool et j'en passe. Et qu'est-ce qui permet de penser que c'est lié au travail? Eh bien, c'est que c'est lié aux périodes de travail, c'est-à-dire que le week-end, dans les périodes de repos ou à d'autres moments, ça ne se produit pas. Ça concerne 16% des salariés. Alors, voilà pour le descriptif du contexte, si on peut dire, et le poids du stress. Maintenant, on va essayer de s'intéresser aux trois dimensions que j'ai évoquées tout à l'heure, en sachant qu'on commence par une première corrélation, une première série de corrélations. Une corrélation, disons, décrit une covariance, le fait que ça varie ensemble plutôt, lorsqu'elle est positive et qu'elle va jusqu'à 1, mais si elle est 0, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lien, mais ce lien n'est pas linéaire, c'est tout ce qu'on peut dire. Mais dans l'ensemble, on va dire que plus le chiffre est élevé, plus il se rapproche de 1, plus c'est probablement lié, si vous préférez. La première chose qui fait que deux choses varient ensemble, c'est qu'elles ont une relation de cause à effet, dans un sens ou dans l'autre, ou les deux. Ou que s'il n'y a pas de relation de cause à effet directe, il y a vraisemblablement des relations de cause à effet indirectes, mais proches. En d'autres termes, la probabilité qu'il y ait des mécanismes explicatifs derrière augmente fortement. 0,7, c'est beaucoup. Donc on voit que la dimension individuelle, l'ensemble des critères étudiés, par ailleurs qu'on va voir tout à l'heure, corrèle à 0,7 par rapport aux différents critères du stress. C'est beaucoup pour une étude de sociométrie. Donc ça montre que le poids, si on peut dire, de l'individu, de la prédisposition individuelle dans le stress au travail est élevé. Jusque-là, on pourrait se dire c'est tout à fait en faveur de certains patrons qui disent le stress au travail, c'est un problème d'individu, ce n'est pas un problème d'entreprise. Bon. Pourtant, si on regarde le deuxième chiffre, la dimension organisationnelle, les critères tout du moins qu'on a retenus, vous allez voir tout à l'heure de quoi il s'agit, ça corrèle aussi à 0,52, ça reste très fort pour une étude de ce genre. Il faut savoir que, bien entendu, on est très loin de l'étude expérimentale où on maîtrise tous les paramètres. Donc il y a beaucoup de bruit de fond. Et plus vous avez de bruit de fond, plus malgré tout le fait de dégager des corrélations élevées est significatif. Et puis en dernier lieu, vous voyez la dimension managériale corrèle à 0,38, c'est quand même de plus en plus bas, comme vous pouvez le constater. Et ça laisse, enfin ça semble montrer en tous les cas, que le poids du management dans le stress au travail est finalement le plus faible. On a dit parfois que soit c'était un problème d'individu, soit sinon c'était un problème de manager. Il y avait des managers pervers, il y avait des managers qui faisaient du harcèlement, il y avait des managers qui étaient incompétents et que le stress venait de là. Ben, oui, enfin, en troisième. Donc, ce n'est pas la première cause ou ça n'est pas la plus importante. Je vais passer très vite là-dessus, c'est simplement pour montrer que quand on étudie les différentes formes du stress que j'ai évoquées tout à l'heure, il n'y a pas de différence significative suivant les formes de stress.
d'une de ces trois dimensions, on va dire que individu, organisation, management, ça joue sur le stress de façon décroissante suivant les trois dimensions évoquées. Voilà. Mais comme on le disait, comme je le disais, donc il y a effectivement un poids important de l'organisation et du management sur le stress pathologique, c'est-à-dire pathogène plutôt, qui crée des troubles, et le stress comportemental. Alors, pour aborder la dimension de l'individu, on va faire un petit tour du côté des neurosciences. J'ai dit que ça faisait partie des sources de réflexion et de construction du modèle que je vous présente. Au niveau de l'imagerie cérébrale, je vais être très bref parce qu'évidemment, il faut qu'on reste dans les clous de la présentation, du temps. Au niveau de l'adaptation, on peut dire que quand on regarde avec beaucoup d'angles de vue, mais celui de l'imagerie cérébrale est peut-être le plus illustratif, les territoires plutôt médians et postérieurs du cerveau sont associés à des comportements qu'on peut qualifier d'automatiques et qui recoupent bien sûr beaucoup d'autres connaissances. La routine, alors la routine, ça peut être pour les entreprises les procédures, les compétences, l'excellence. La persévérance, c'est qu'est-ce qu'on fait quand ça ne marche pas comme on veut ou pas, que ça ne marche pas comme d'habitude. C'est vrai que souvent, c'est qu'on a fait une erreur, on ne s'en est pas rendu compte, on recommence et ce qui n'a pas marché peut marcher, où il y avait un problème technique qu'on n'a pas maîtrisé. La persévérance, c'est tout à fait bien dans beaucoup de cas. La simplification, c'est vrai que quand on fait un métier qu'on n'arrive pas à savoir s'il faut faire ça ou autre chose, ou qu'il faut le faire ou ne pas le faire, on est parfois bien embarrassé. C'est vrai que la simplification est pratique. Et dans bien des cas, elle permet de qualifier l'information, de la stocker, de la capitaliser. Bref, difficile d'imaginer un métier qui ne va pas chercher à essayer de binariser l'information, ne serait-ce qu'en informatique. Si vous n'avez pas 0,1, vous ne savez pas quoi en faire. Et parfois, on invente, on modifie le métier pour pouvoir le stocker. On pourrait imaginer qu'on aurait inventé la machine qui permettait de faire l'inverse, mais bon. La certitude, ben, c'est une somme si on peut dire, de représentations parcellaires qui ensemble vont faire un plan du territoire, une stratégie globale. La certitude étant simplement un peu, si vous prenez l'image 0,1, l'image pixel, on peut dire qu'un ensemble de pixels, ça fait une photo numérique. Et souvent, c'est très beau. Et ça paraît plus vrai que le vrai. C'est le risque. Quand vous avez un beau modèle, parfois, c'est d'oublier qu'il n'est qu'une carte du territoire. L'empirisme, eh bien, c'est parmi les stratégies possibles, identifiées, connues, maîtrisées, quelle est celle qui est la plus adaptée à la situation présente. Autrement dit, ça a déjà marché dans tel type de cas, ça ressemble à ce que je fais, le benchmarking par exemple en marketing. Hein, je vais regarder ce que d'autres ont fait qui a marché dans des conditions comparables à la mienne. Et puis en dernier lieu, l'image sociale. L'image sociale, c'est à la fois une question émotionnelle, personnelle, est-ce que je suis apprécié ou pas? Dans la reconnaissance, on en parle souvent. C'est aussi une question de valorisation, est-ce que je me sens fier ou ridicule, etc., ou honteux. Mais c'est aussi une question d'empirisme social, c'est si je fais ça, je sais qu'un tel risque d'en penser ça parce que je vois comment il réagit d'habitude. C'est une forme d'expérimentation de ce qu'on a déjà vécu. Par opposition à ce premier mode automatique, il y en a un autre qu'on appelle adaptatif et qui sollicite plutôt la partie la plus antérieure du cerveau. On s'entend, c'est pas absolu, hein, c'est plutôt des gouvernances qui se déplacent que vraiment des territoires qui changent. Mais quand on est devant une situation inconnue et complexe, alors on va plutôt adopter des attitudes, on va dire, opposées aux précédentes. Curiosité plutôt que routine, souplesse, nuance, relativité, prise de recul si vous voulez, prise de hauteur, réflexion logique. Je ne suis plus en train de chercher une recette, mais plutôt de comprendre comment ça marche. Et pourquoi est-ce que j'ai besoin de trouver comment ça marche? Parce que si je me mets dans un système adaptatif, c'est que mes connaissances sont dépassées. Donc il va bien falloir que je trouve de nouvelles solutions, donc pour ça il faut que je comprenne d'abord. Et souvent, c'est un débat en entreprise. Quand vous dites il faudrait comprendre, souvent les gens disent non, moi je veux un truc qui marche, tout de suite, je veux une réponse. Je ne veux pas une nouvelle question à ma question. Ben oui, tant qu'on sait pourquoi réinventer la roue, hein, c'est évidemment une expression bien familière des managers. Il y a pourtant des cas où on ne sait plus. Et la réflexion logique reste la moins mauvaise façon de répondre à un problème qu'on ne maîtrise pas. Et puis en dernier lieu, l'opinion personnelle. Si vous avez reconsidéré le problème,
que vous vous êtes rendu compte que vos stratégies toutes prêtes n'étaient pas pertinentes ou ne semblaient pas suffisamment sécures, à partir de ce moment-là, il va bien falloir que vous preniez une position, ce qui peut paraître risqué, surtout dans certains contextes d'entreprise. Ne parlons pas du fait que dans certains cas, c'est carrément déconseillé, pour ne pas dire interdit. Je ne sais pas, dans l'aviation, par exemple. Il est plus que fortement déconseillé à un pilote d'improviser. Mais je dirais même un chirurgien. Enfin, c'est un peu moins vrai. Et pourtant, dans certains cas, je peux vous citer l'exemple d'une entreprise où j'étais intervenu il y a quelques années pour faire des analyses de situations qui avaient débouché sur des incidents graves ou des accidents. Eh bien, plus de 9 fois sur 10, c'était un problème de comportement, mais plus d'une fois sur 2, la personne avait eu l'intuition que ce qu'elle faisait n'allait pas aller. Mais elle l'avait quand même fait parce qu'elle ne se sentait pas le droit de faire autrement que ce qui était dit. C'est embêtant, quand même, puisque ça veut dire qu'elle avait l'intuition de ce qui allait se passer. Alors, je ne dis pas qu'à l'inverse, il n'y a pas les cas où quelqu'un avait l'intuition qu'il ne fallait pas faire comme ça, et mal lui en a pris, parce que, voilà. Alors, toute la question est de savoir, à partir de quand, on peut ne pas suivre la procédure, et à partir de quand, la réflexion, l'intuition peuvent remplacer. En tous les cas, lorsque on gère mal cette bascule, c'est là où le stress survient. Et on va voir que le stress est très lié à cette notion de difficulté, de changement de registre. C'est un peu comme s'il fallait au tennis changer de coup. Je prends le coup en coup droit ou je le prends en revers. Et si je me trompe, je peux parfois me ramasser la balle dans le nez. Ou tout du moins avoir beaucoup moins de souplesse d'adaptation pour la renvoyer. En tous les cas, dans l'étude qu'on a réalisée, les analyses statistiques adéquates, analyse factorielle ou ANOVA, etc., montrent qu'il y a une relation au stress qui est, si on peut dire, linéaire d'une part avec les stresseurs, on l'a vu tout à l'heure, mais d'autre part qui est modulée par le mode mental. C'est-à-dire plus on est en mode adaptatif, plus ça réduit le stress à stresseur égal. C'est-à-dire dans des conditions de difficulté comparables, ceux qui spontanément se mettent plus facilement en mode adaptatif, qui adoptent plutôt les attitudes qu'on a vues avant, de souplesse et d'adaptation et d'afflexion, et qui assument plutôt leur position, sont plutôt moins stressés. On aurait pu craindre le contraire, que plus on prenait une position personnelle, plus on allait se trouver en difficulté, en danger et stressé. Bah oui, si on le fait tout le temps sur des sujets où il n'y a pas de raison, oui, mais à l'inverse, sur un sujet où on sent qu'on n'a plus la bonne réponse, alors non, le fait de s'affirmer, de prendre une position personnelle, est directement un facteur de protection contre le stress. Petit focus à nouveau sur les différences Belgique néerlandophone, francophone et même plus généralement les grandes tendances. Eh bien, les néerlandophones sont ceux parmi ces 5 populations qui sont les moins curieux, souples, nuancés, recul, réflexion, opinion personnelle. Alors, c'est pas parce que je parle à des francophones, malheureusement, je serais obligé de dire la même chose si c'était des néerlandophones, il y en a peut-être certains. Alors, rions moins si on est francophone, dans la deuxième partie. Les francophones, d'une façon générale, ont tendance à s'appuyer beaucoup, c'est-à-dire qu'à la fois ils sont adaptatifs à certains moments, mais quand ils se mettent à se fixer sur des principes et des certitudes, ils en décrochent plus difficilement que les néerlandophones. Ils dramatisent aussi, les francophones, davantage la situation. Autrement dit, ils ont moins de recul à certains moments. Et d'une façon générale, sur le lâcher-prise, c'est pareil. Donc, on pourra dire que c'est un peu ce qui commence à ressortir de cette comparaison. Les néerlandophones sont plutôt moins impliqués dans leur travail, mais ça leur donne aussi plus de recul. Alors, on avance moins, on recule moins, hein, si on veut dire. Donc, c'est pas dit que le centre de gravité soit très différent. Hein. Alors, les données de la motivation. On a étudié 3 types de motivation. Une motivation qu'on appelle primaire, qui est liée, ce qu'on peut appeler en neurosciences, au tempérament. Les travaux d'un certain Cloninger qui a montré qu'il y avait une composante génétique, il y a aussi une composante liée à l'empreinte précoce dans la vie, et qui détermine chez nous une motivation qui est indépendante du résultat. Ça veut dire, en langage ordinaire, dans nos hobbies, quand on fait des choses qui nous passionnent, qui nous plaisent naturellement, pour lesquelles on n'a pas eu besoin d'années de motivation et d'efforts. Et on peut y revenir autant qu'on veut, on est bon, on est mauvais. Vous savez, celui qui joue du violon
pour le plaisir, et qui embête tout le voisinage, sauf lui. Alors, au travail, plus on construit son travail sur la passion, plus ça nous immunise contre le stress. Au point que ceux qui sont les plus passionnés, ceux qui ont répondu le plus 3 sur 3 à toutes les questions sur la passion, n'ont quasiment aucune réceptivité au stress. C'est quand même sacrément intéressant. Quand on voit que beaucoup de gens font des études parce que dire on va quand même pas faire des choses qui nous passionnent, parce que ça c'est des trucs pour les hobbies, je vais faire des choses sérieuses, des trucs qui se vendent, des choses qui correspondent aux besoins du marché. C'est vrai aujourd'hui, mais à la vitesse où ça bouge aujourd'hui, dans 10 ans, est-ce que ça sera vrai dans 20 ans? Vous faites une chose qui vous passionne, vous êtes au moins sûr d'une chose, c'est que vous le garderez jusqu'au bout. Donc, quand même, ça mérite réflexion. Ensuite, la motivation dépendante du résultat. Bon, eh bien, ça c'est la motivation de base. Je fais les choses parce que ça m'apporte de l'argent, ça m'apporte de la reconnaissance, ça m'apporte de la satisfaction du travail bien fait. Bah oui, mais le problème c'est que quand j'échoue, ça fait le contraire, ça me décourage. Et ça veut dire deux choses. C'est que plus on est passionné, mieux c'est. Ça veut aussi dire pour le manager, plus on travaille sur la sollicitation de la volonté de produire des résultats, plus il faut apporter de la reconnaissance quand on n'a pas de résultat objectif. Et souvent, malheureusement, les managers lient la reconnaissance, non pas à l'effort accompli, non pas à l'engagement produit, mais bien au résultat donné. Alors, c'est pas la peine de donner de la reconnaissance, le résultat suffit, serais-je tenté de dire. Le moment où il y en a le plus besoin, c'est quand on n'a pas le résultat, mais qu'on a fait ce qu'il fallait pour. Donc ça, c'est un élément très important si on veut comprendre comment manager cette motivation-là. Et puis une troisième dimension qu'on connaît tous plus ou moins intuitivement, mais qui n'a pas été pour l'instant à notre connaissance étudiée au travail, c'est l'hyper-investissement. Autrement dit, l'addiction au travail, dans un cadre d'une étude, en tous les cas, à large échelle, sur l'implication au travail. Donc, cette surmotivation qui ressemble comme deux gouttes d'eau au premier coup d'œil à la première catégorie, celle de la passion, est pourtant très différente. Et elle est proche de, comme toutes les addictions, vous savez, les addictions, c'est... Enfin, je ne sais pas si vous savez tous, parce que c'est pas très bon sur le fond, hein, quand on consomme des alcool, tabac et compagnie, des drogues, on n'en parle pas, mais même des addictions comportementales. Hein, regardez par exemple le coup de foudre amoureux. C'est tout feu tout flamme au début, mais ça tourne vite comme toutes les addictions au sentiment d'insatisfaction, malgré un bon résultat apparent, et puis de frustration extrême, le syndrome de manque, quand on n'a pas. Donc c'est comme la deuxième catégorie, mais de façon beaucoup plus excessive, et c'est un gros pourvoyeur de stress somatique. Autrement dit, c'est le facteur, on verra tout à l'heure, qui corrèle le plus, qui pèse le plus lourd et qui corrèle le plus au stress pathologique. Autrement dit, aux risques psychosociaux. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Revenons toujours à nos histoires sociométriques. Les francophones, eh bien, sont globalement plus passionnés. On retrouve la même chose que tout à l'heure. Plus engagés émotionnellement. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut dire ensuite? Sur la motivation liée au résultat, il n'y a pas beaucoup de différence. Et sur l'addiction au travail, eh bien, les francophones, une fois de plus, sont partis tête baissée et sont aussi plus addicts et donc plus fragiles, plus sensibles aux risques psychosociaux. Et les Français se débrouillent bien, ils sont encore meilleurs. Alors, ça pèse un poids considérable puisque sur l'ensemble des populations considérées, ça représente 40% des gens au travail. C'est énorme, qui ont un rapport d'addiction au travail. Alors, on peut se poser la question d'ailleurs de qu'est-ce que cette notion d'addiction, qui est un gros pourvoyeur de burn-out, d'épuisement professionnel, qu'est-ce qui peut expliquer? Eh bien, d'abord, avant de donner ça, le poids des corrélations, l'hyperinvestissement, 0,67 de corrélation, à lui tout seul. 40% des gens concernés, donc la gravité d'un problème, c'est le niveau de corrélation multiplié par le pourcentage. Autrement dit, ça pèse très lourd. Imaginez quelque chose qui corrélerait à 0,8 mais qui représenterait 1% de la population. C'est embêtant pour le pourcent, mais c'est moins lourd pour l'entreprise ou pour la société. Ça, c'est très lourd. Ensuite, la démotivation liée aux mauvais résultats, eh bien, ça pèse pour 0,58 en corrélation. Et puis ensuite, on a mesuré 3 autres dimensions, l'évitement social, c'est-à-dire, on va dire, les timidités, les gens qui ont des blocages de différentes natures. Eh bien, et puis le manque de confiance en soi et le manque de confiance en l'autre. Bon, ça pèse quand même très lourd tout ça. Mais ce que je voulais dire tout de suite,
c'est que entre l'hyperinvestissement et l'évitement social, la corrélation est très élevée. Et ça correspond à des études qu'on réalise par ailleurs chez l'individu. C'est-à-dire que plus on est en évitement social, plus on a de timidité, de renfermement sur certains sujets, plus on surinvestit sur les autres, ce qui paraît assez logique. On compense là où on peut. Le problème, c'est que cette compensation n'est pas simplement un déplacement, c'est une fragilisation. Tout se passe comme si on avait tous les deux dans le même panier, on était plus anxieux sur le fait que le panier puisse chuter. Ça se comprend, hein. On se sent beaucoup plus fragile. Et là, on le mesure dans la situation du stress au travail. On va avancer de façon à tenir dans un délai d'environ 2 fois 45 minutes, 2 fois à peu près un temps d'exposé, puis après un temps d'échange. Donc, deuxième dimension, l'organisation. J'ai dit tout à l'heure, ça n'est pas l'organisation au sens de décrire si la direction générale fait descendre les informations ou non au niveau de ses équipes, si elle met à disposition la quantité de ressources dont elle a besoin, et j'en passe. Ça n'est pas de cette organisation-là dont on parle, c'est du fait que, quelle que soit l'organisation, qu'elle soit, comme on dit, pyramidale, c'est-à-dire hiérarchique classique, qu'elle soit matricielle, comme on les voit de plus en plus dans les grandes organisations, c'est-à-dire des hiérarchies, mais aussi des organisations fonctionnelles transversales, des modes projet, et j'en passe, des directions fonctionnelles, ou des systèmes réseau, eh bien, quel que soit le mode d'organisation et la façon dont c'est déroulé sur le plan pratique, c'est-à-dire beaucoup de pression au travail, beaucoup de pression concurrentielle, et j'en passe, eh bien, on peut se poser la question de la biocompatibilité d'une organisation. C'est-à-dire, est-elle non pas seulement lourde ou légère, bien intentionnée ou éventuellement plus froide, voire cynique, mais est-elle simplement réalisable? Est-ce que c'est réalisable par un cerveau humain de faire ce qu'on lui demande? Donc on va essayer de voir ce qu'on entend par là à travers quelques exemples. Tout ce qu'on peut dire d'abord, je rappelle donc la corrélation à 0,52. Et on va commencer par une de ces 3 dimensions qu'on a étudiées pour illustrer cette notion de biocompatibilité. C'est la notion de boucle des pouvoirs et des responsabilités, autrement dit, du niveau d'autonomie décisionnelle dont on dispose pour réaliser les responsabilités que l'on a sur le dos. Si vous préférez, comme nous ne vivons pas dans un monde de Peter Pan, enfin, moi pas en tous les cas, c'est-à-dire un monde magique où les choses se produisent sans cause. On est malheureusement ou heureusement, ça dépend de la forme d'esprit que l'on a et le regard que l'on porte, on est dans un monde où la science nous montre en tous les cas qu'il y a des causes et des effets un peu partout. Et donc, ça veut dire que quelqu'un à qui on confie des responsabilités, mais qui ne dispose pas du niveau d'autonomie nécessaire pour exercer ses responsabilités, se trouve dans une position d'impuissance apprise, dirait-on, en expérimentation animale. Vous savez, quand on met un rat dans une cage qui reçoit des décharges électriques et qu'il ne peut rien faire, alors il se met en état de repli, de tétanisation. Je ne dirais pas il attend que ça se passe cool, non, il est dans un état d'inhibition profonde, voire de dépression. Donc je dirais, c'est embêtant lorsqu'il ne s'agit plus d'un rat d'expérience, quoique la pauvre bête pourrait quand même être sympa, arrêter de temps en temps, lui faire des vacances, mais je dirais que dans le domaine de l'entreprise, c'est non seulement parfois inhumain, comme on le sait, mais c'est aussi inefficace. Alors, le poids de chacune de ces anomalies, bon, on parle de la première, la mauvaise boucle des pouvoirs et des responsabilités, comme on dit, c'est-à-dire une délégation incomplète, qui ne permet pas d'exercer correctement le métier. Je donne juste un rapide exemple. Lorsque un chef de chantier a une anomalie dans la livraison d'un produit qui va servir immédiatement, par exemple couler du béton dans les BTP par exemple, comme je l'ai vu un certain nombre de fois, et qu'il n'a pas la délégation, il a la responsabilité de ce qui va se faire, mais il n'a pas le pouvoir par exemple de refuser un camion de béton qui semble anormal, qui ne semble pas de bonne qualité. Il doit donc contacter son chef, et le jour où il n'y arrive pas, il est vraiment dans l'embarras. Que fait-il? Eh bien on voit un certain nombre de stress liés à ce genre de situation. Et d'anomalies techniques, c'est-à-dire que parfois on doit casser ce qui a été coulé parce que la décision n'était pas pertinente. Il n'avait ni les compétences, ni la délégation de pouvoir, mais il avait bien la responsabilité. Donc on s'aperçoit que, comme on dirait parfois, c'est juste impossible. Enfin, c'est juste idiot. Et malheureusement, ça n'est pas efficace. Donc, ce que je disais, oui, c'est que donc, c'est très corrélé au stress. C'est un très gros facteur de stress.
Et là, ça fait référence un peu à ce qu'on appelle les thérapies cognitives, que peut-être, je pense, certains d'entre vous connaissent. C'est des formes de thérapie scientifique qui ont étudié la façon dont on pense, dont on construit son raisonnement et sa façon de penser lorsqu'on est dans une situation difficile, notamment. Et je disais tout à l'heure à travers les modes mentaux que l'irrationalité interne à l'individu, c'est-à-dire quand on était par exemple en mode rigide alors qu'il aurait fallu s'adapter, et bien là, lorsque ça n'est plus l'irrationalité de l'individu, mais que c'est l'irrationalité de l'organisation qui impose un certain système à l'individu, eh bien ça fait un peu la même chose. Que l'on demande des choses impossibles au niveau du management ou de l'organisation, ou qu'on se les demande soi-même, ça revient au même, c'est stressant. C'est idiot, donc stressant. C'est d'ailleurs intéressant parce que on a tendance souvent à penser que le stress est d'abord une question de danger ou de frustration. Eh bien, ça n'est pas vrai en termes de poids statistique. C'est-à-dire dans notre société, je ne dis pas en Syrie aujourd'hui, ou dans d'autres lieux, et en d'autres temps, mais on va dire dans une société qui est à peu près apaisée, les causes premières du stress ne sont pas le danger et la frustration, c'est d'abord la frustration d'intelligence. C'est lorsqu'on ne peut pas comprendre et qu'on ne peut pas agir pour résoudre le problème. Que la situation soit difficile n'est pas le premier facteur, c'est parce qu'on est mis dans une position d'impuissance. Voyons enfin la dernière dimension, management, la moins lourde en termes de poids. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas à s'intéresser au manager pour régler le stress au travail ou pas trop? On va d'abord dire que la culture managériale a un point important, c'est-à-dire que si une entreprise, par exemple, invite les managers à prendre du temps pour réfléchir aux problèmes humains, ou si elle les invite à disposer d'une certaine marge d'autonomie pour gérer les situations particulières, ça a du poids, et on va dire la culture managériale a un relatif poids sur le sujet. Autrement dit, s'il n'y a pas, par exemple, le sens du travail, si on ne sait pas pourquoi on travaille, heureusement, la grande majorité des gens, 79%, c'est pas dans les slides que je présente, mais si, ça doit être là. 79% des salariés déclarent que le travail fait sens pour eux. Mais pour la petite partie qui ne le déclare pas, le stress est très élevé. Voilà. Une chose intéressante aussi, 70% des salariés estiment que leurs collègues leur montrent de l'intérêt. Mais à l'inverse, en situation difficile, 26% salariés estiment qu'ils sont peu soutenus. Donc on dira, voilà, c'est quand même un sujet important. Et donc cette culture d'entreprise n'est pas seulement une juxtaposition d'individus. Je pense que le management ou la communication interne a un rôle à jouer à ce niveau-là. Et puis la communication managériale, dernier point que je vais aborder avant d'aborder brièvement les stratégies et puis bien sûr l'interaction. On a étudié 7 dimensions. On les résume ici en 5 points parce qu'on en a regroupé certains. Donc 7 dimensions où les gens évaluent leur N+1, c'est-à-dire leur supérieur hiérarchique immédiat. On a étudié la capacité du manager à inciter à l'initiative, à gérer la motivation selon les formes qu'on a définies précédemment, à favoriser l'implication durable, comme on l'a vu, et à gérer les relations de confiance, c'est-à-dire à créer la confiance pour pouvoir évidemment s'engager, et à désamorcer les rapports de force ou la mauvaise foi. Eh bien, vous voyez, toutes ces choses-là sont assez hétérogènes. Mais la surprise de ce genre d'études, ça n'est pas la première qu'on réalise, c'est que les mêmes managers détiennent toutes ces capacités ou ne les détiennent pas, si on simplifie un peu. Il y a une extrême cohésion de ces différentes capacités. Et donc on voit que puisque c'est presque une chose et son contraire, c'est à la fois inciter à l'autonomie et pouvoir s'affirmer et à certains moments imposer quelque chose. Donc ce sont des capacités opposées qui relèvent peu du mode automatique, mais qui relèvent beaucoup du mode adaptatif dont on a parlé précédemment. Autrement dit, tout se passe comme si la première qualité managériale, au sens relationnel du terme, gestion de l'humain, qu'un manager doit posséder, c'est l'intelligence adaptative. Autrement dit, on a vu que pour l'individu, chacun isolément, passer en mode adaptatif est un gros facteur de protection contre le stress. Mais si un manager adopte la même attitude avec son équipe, alors il fait la même chose avec son équipe que ce que l'individu peut faire lui-même. Et ça le protège aussi contre le stress.
Donc quelques priorités d'action. Évidemment, il y a beaucoup de choses à en dire. On a énormément de données dans une étude de ce genre. Mais on va dire quand même que les entreprises les plus à risque sont les grandes entreprises. Ce n'est pas vraiment une surprise, ça devient des usines, au sens plein du terme. Et donc, il faut bien reconnaître que ça n'est pas facile de manager l'humain dans des grandes organisations. C'est extrêmement difficile. Et c'est clairement là que le risque est le plus élevé. Du point de vue de l'ancienneté, c'est intéressant de voir que c'est entre 3 et 5 ans ou entre 3 et 10 ans d'ancienneté que le risque est maximum. Il est moins élevé au début, sans doute c'est un petit peu l'optimisme du début, puis on a moins de charge sur les épaules. Il se réduit ensuite avec le temps, et notamment en fin de parcours, peut-être parce qu'on pense que la fin est proche, mais il y a aussi clairement une capacité d'adaptation qui se développe. Peut-être pourrait-on penser que si on avait reçu un tout petit peu de culture dans ce domaine-là, on se débrouillerait mieux plus vite. On apprend sur le tas, pour ne pas dire sur le tard, et que ce serait peut-être bien d'apprendre à savoir le gérer. Autre chose également, les ouvriers, les employés souffrent plus de stress somatique, ils ont plus de stress chronique. À l'inverse, et c'est peut-être une surprise, les cadres souffrent moins de stress chronique, mais sont plus stressables. Plus émotifs, si vous préférez. On pourrait dire ça comme ça. Hein. Souvent, on pourrait dire « mais moi, je suis un dur ». Non, c'est plutôt l'inverse. Et les plus exposés sont ceux qui sont les managers de terrain. Hein, le management de proximité qui est le plus exposé au stress somatique. Alors, que faire encore ? Que faire plutôt ? Donc, la première des choses, ce serait, on l'a vu, de manager la motivation durable soi-même déjà, choisir des métiers qui nous passionnent, et à défaut, choisir des façons d'exercer nos métiers dans lesquels on s'affirme dans sa différence. Hein, on sort un peu des modèles, vous savez, de l'excellence où on copie des gens. Il y a des gens qui ont très bien réussi, on va cloner ce système-là chez tout le monde. On sait aujourd'hui, parce qu'on l'a mesuré, que rien n'est clonable directement dans la diversité humaine. Hein. Vous savez, la biodiversité ne concerne pas que les animaux, ça nous concerne, nous sommes une espèce sauvage. Hein, on n'est pas une espèce clonée pour l'instant. Et donc, la première façon de gérer la passion, c'est de l'identifier. Elle ne se greffe pas, elle vient des gènes ou de la première enfance. Mais à l'inverse, elle est extrêmement puissante. Plus on aide les gens à trouver ce qui les passionne, soit en général dès les études, soit ensuite dans l'exercice du métier, d'essayer de sélectionner quand on a de nouveaux projets, de voir qui serait passionné par. C'est beaucoup plus efficace que de faire de la délégation autoritaire. Ensuite, la valorisation du travail accompli et pas seulement du résultat obtenu et de l'engagement, et la reconnaissance est donc un outil d'autant plus important qu'on est en période de crise, alors que souvent les managers disent « que voulez-vous que je dise, le résultat n'est pas bon, je vais être embêté ». Si, il y a beaucoup de façons de reconnaître ou non l'engagement, la créativité. Si la période est difficile, c'est un autre sujet. Et puis, s'apprendre, ce serait sûrement une compétence urgente pour les managers, puisque 40% des gens souffrent d'addiction au travail. On ne peut pas les considérer comme des gens passionnés alors qu'ils se comportent comme, mais ils sont beaucoup plus fragiles. Autrement dit, un minimum de compétences sur qu'est-ce que l'investissement et quels sont les signes annonciateurs de l'épuisement professionnel qui semblent fortement liés à ce risque. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire pour les Belges francophones, néerlandophones? Les francophones ont besoin d'être plus managés au sens d'accompagnement motivationnel. Ils peuvent s'engager davantage, mais ils peuvent se démotiver plus facilement. Donc, assurément, un manager dans le monde francophone peut difficilement faire l'impasse sur la connaissance humaine nécessaire à son métier, parce que ça coûte beaucoup d'argent, toutes les études le montrent, mais encore plus dans le monde francophone. À l'inverse, on pourrait dire, c'est peut-être un atout si on sait en tirer parti. En tous les cas, ne pas en tirer parti, c'est assurément un handicap. Et c'est ce qu'on voit dans le stress au travail en France et en Belgique francophone. Les néerlandophones, à l'inverse, on pourrait peut-être essayer de les engager un peu plus, à travers notamment la passion ou l'intelligence adaptative. Tout le monde a un cerveau préfrontal, un cortex préfrontal, c'est pas une question de génétique, c'est bien une question d'attitude. Donc on va dire que les recommandations, sur une base commune, on est bien d'accord que c'est à la marge quand même la différence, mais on va dire que, assurément, on peut donner
en tous les cas, à la louche comme ça, quelques recommandations différentes qui vont essayer d'aller compenser les points faibles ou d'attiser les points forts. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire comme grande règle fondamentale? Eh bien, essayer de décrire des postes qui soient réalisables. Bon, c'est difficile de le dire de façon très subtile tout de suite, mais j'ai donné tout à l'heure pouvoir, responsabilité, c'est-à-dire responsabilité et niveau d'autonomie. On me donne une description de poste avec des tâches et des activités. Il faudrait rajouter les colonnes derrière. Est-ce que j'ai la responsabilité? Oui, je mets une croix ou je ne l'ai pas sur la tâche. Est-ce que j'ai le niveau d'autonomie correspondant à ce niveau-là, oui ou non? Si je n'ai pas les deux, il vaudrait mieux n'en mettre aucun. Autrement dit, on ne délègue pas. On délègue l'exécution, mais on ne délègue pas la responsabilité. La responsabilité est indissociable du niveau d'autonomie. Nous ne sommes en ce sens-là pas un ordinateur. Un ordinateur, vous pouvez lui demander de faire une chose et son contraire, il va les faire, peut-être qu'il va bugger. Mais un humain, c'est difficile de lui demander de garantir un résultat sur lequel il n'a pas les leviers d'action. Ça lui donne un sentiment d'impuissance, comme on a vu. Partager l'esprit, autre exemple, la remontée d'informations. Souvent, les entreprises se plaignent qu'elles ne sont pas au courant de ce qui se passe sur le terrain. Mais qu'est-ce qu'on fait pour le favoriser? Si quelqu'un qui remonte une information, la première chose qu'il reçoit, c'est le fait qu'on tire sur l'ambulance, c'est-à-dire qu'il remonte une information qui dérange et finalement on considère que c'est la personne qui est dérangeante plutôt que l'information, c'est embêtant. Donc il faudrait créer des systèmes de valorisation de la remontée d'informations ou de dissociation de la remontée d'informations par rapport à la ligne hiérarchique classique. Autrement dit, d'éviter de faire ce qu'on appelle des incitations négatives, alors qu'on souhaiterait au fond disposer d'informations, mais on n'a pas conscience que l'organisation qu'on a mise en place ne le permet pas. Après, on dit les gens ne sont pas impliqués, et ils voient des dysfonctionnements, ils ne les signalent pas. Ben oui, mais il y a des conditions à créer pour qu'ils aient envie de le faire ou qu'ils aient envie de recommencer s'ils l'ont fait. Donc c'est ça, ce genre de conseils qu'on peut donner. Alors, bien sûr, on est bien conscient que les conseilleurs sont toujours en meilleure position que les acteurs, mais je pense malgré tout que sortir du débat du bien et du mal pour passer dans un débat d'efficacité serait préférable. Et puis, les notions de l'intelligence adaptative. L'entreprise, pour ne pas dire les organisations en général, ont énormément gagné à mettre en place des procédures, ça ne fait aucun doute. Je prends souvent l'exemple de l'aviation, il y a 30 fois moins d'accidents d'avion dans les années 2000 que dans les années 60, principalement à cause des procédures. Donc il ne s'agit pas de remettre ça en cause. Pourtant, on a fait une étude, par exemple, sur les élèves pilotes, plusieurs études, qui montrent que lorsqu'on les met sur des simulateurs de vol et autres, l'attitude adaptative réduit le risque d'accident, augmente les initiatives qui permettent de trouver des solutions sans dégrader les performances automatiques. Donc on voit que le bon sens est quand même efficace. Peut-être dernier point, eh bien, former les managers à l'intelligence adaptative. Souvent ça se fait très brièvement, des formations même d'une demi-journée, d'une journée, 2 journées, sont tout à fait efficaces parce que c'est une attitude, ce n'est pas une compétence. C'est une attitude, autrement dit, c'est universel. Vous l'apprenez une fois pour toutes, ça s'applique dans tous les domaines de votre vie. Et on peut également accompagner les managers parce que, autant, si on peut dire, les managers sont peu en cause dans le poids du stress, autant ils ont une forte puissance d'action à travers leur adaptabilité, comme on l'a vu. Autrement dit, s'ils ne produisent pas le stress, ils permettent vraiment à une organisation de s'en défendre. Donc, ça vaut le coup d'investir sur eux et de les accompagner. Donc voilà, nous sommes arrivés au stade de la discussion. Et on va faire circuler des micros pour aborder ce sujet-là. Ça peut être des questions, ça peut être des suggestions, des critiques, ou des exemples d'application, évidemment. Alors, le stress au travail est l'objet premier de la présentation, puisque l'étude porte dessus. Il va sans dire que, de la même façon que, vous savez, le risque nucléaire ne s'arrête pas aux frontières, a-t-on dit plusieurs fois, je dirais le stress ne s'arrête pas aux frontières de l'entreprise. Vous avez vu que le facteur individuel est un facteur important. Si vous êtes fortement stressé par votre vie personnelle ou par votre histoire, votre façon d'avoir compris les choses,
inutile de le dire, vous l'amenez avec vous à votre travail. Donc c'est un sujet qui est aussi important pour traiter du sujet. Et puis bon, on peut sortir du cadre purement professionnel qui était l'objet de l'étude, mais si vos questions vous amènent là, pourquoi pas, on parlera quand même toujours du stress. Donc, qui veut se lancer? Je suis un peu stressée. Qu'est-ce que je voulais dire? Par rapport à un stress continu, on parle beaucoup maintenant dans les livres d'émotions, etc., des neurotransmetteurs comme la dopamine, la sérotonine. Alors je voulais savoir, bon, vous parlez évidemment au niveau préfrontal, est-ce qu'il y a un lien entre un stress et la production, par exemple, de ces neurotransmetteurs? Comment cette physiologie est liée au stress? Tout à fait. Comment dire? Il n'y a pas de frontière entre les deux. Je vais essayer de donner un exemple. Quand vous vous servez d'un ordinateur et que vous lancez par exemple une procédure lourde, charger un fichier lourd, eh bien vous augmentez la consommation électrique de votre appareil. Donc est-ce qu'on peut dire que c'est l'augmentation de la consommation électrique qui fait que l'appareil travaille, ou c'est parce qu'il travaille qu'il consomme plus? Alors j'irai sur les neuromodulateurs, c'est un peu la même chose. Il y a un débat, c'est si on mesure que la dopamine ou que la sérotonine ou que, je ne sais pas, les endorphines en sens inverse diminuent ou que le cortisol augmente ou diminue dans le stress, est-ce que ça prouve que c'est la cause ou les causes ou la cause première du stress? À ce stade-là, on ne peut pas dire. On ne peut pas savoir si c'est parce qu'on stresse qu'on produit ces neurotransmetteurs, ou plus exactement parce qu'on a des stimulations qui font que dans la cascade de gestion du stress, ces transmetteurs jouent un rôle d'interface, ou est-ce qu'ils ont un rôle véritablement favorisant? Beaucoup d'études semblent montrer un peu les deux, c'est-à-dire que la première cause de variation des modulateurs, des neuromédiateurs ou modulateurs, c'est bien entendu la fonction. Ils sont faits pour. Ils sont là pour produire le transfert d'informations entre neurones. Donc c'est d'abord parce qu'on est dans des circonstances qui nous font produire du stress que l'on produit ces modulateurs, puisqu'ils sont interface entre nos neurones. Maintenant, bien entendu, si vous avez d'autres raisons, je ne sais pas, par exemple, vous consommez des excitants qui vont changer votre niveau de réceptivité, de réactivité. Vous avez à l'inverse des troubles biologiques. Je ne sais pas, moi, les troubles bipolaires, par exemple, ceux qui connaissent, donc des prédispositions parfois génétiques ou environnementales. Vous avez des consommations déséquilibrées de nutriments, de toxiques, d'allergènes. Alors, vous pouvez changer votre niveau de réactivité. Et là, dans ce cas-là, bien entendu, il y aura un rôle dû de la différence de modulation sur l'activité. Si vous consommez du café, vous changez le rôle, le niveau d'excitation de certains médiateurs, ce qui va changer votre réactivité. Les deux sont bons. C'est une interaction permanente. Je ne sais pas si ça répond à votre question. J'espère que ça fait baisser votre stress. Merci. Autre question? Est-ce que vous avez pu expérimenter l'expérience de l'intelligence adaptative au sein d'une entreprise? Et si oui, pendant combien de temps et quel résultat ça a donné au sein de l'équipe? Bien sûr. Donc, ça fait plus de 15 ans qu'on applique des formations à la gestion des modes mentaux, à cette capacité à zapper entre les deux modes, dans les hôpitaux et dans des entreprises. Dans les hôpitaux, c'est même à très très large échelle, puisqu'on intervient, on est l'organisme officiel d'intervention aujourd'hui dans les CHU et CHR français, le premier organisme, le centre d'achat de l'ensemble des CHU. Donc c'est à très large échelle qu'on réalise depuis des années. On a mesuré également quel impact ça avait en déclaratif. Pour l'instant, on va démarrer une validation sur un impact physiologique et sur un impact qui sera hétéro-évalué, donc une confirmation plus globale. Mais on va dire que toutes les mesures qu'on a pu faire jusqu'à présent montrent que même une journée ou deux de formation sur la gestion des modes mentaux donne une amélioration 6 mois, 1 an plus tard qui semble stable. Autrement dit, on a véritablement eu un transfert de compétences qui se joue au niveau des attitudes. Sur ce plan-là, ça ressemble un peu, ça fait partie des nouvelles thérapies cognitives dites de troisième vague. Vous connaissez peut-être pour certains d'entre vous ce qu'on appelle la mindfulness, thérapie dite de la pleine conscience, ou une autre qui s'appelle ACT, Acceptance and Commitment Therapy, thérapie de l'acceptation et de l'engagement, qui joue sur des attitudes, à la différence des approches psychologiques classiques qui jouent plus sur des pensées. Des attitudes, c'est-à-dire, par exemple, la mindfulness, c'est se mettre dans un état de méditation
ouverture sensorielle, de globalisation de ses perceptions, par exemple, etc. Donc, quand vous adoptez des attitudes ou une attitude d'acceptation correspondant aux modes mentaux qu'on a vus tout à l'heure, eh bien, vous l'appliquez sur un sujet particulier, mais vous n'apprenez pas à résoudre un problème. Vous apprenez à adopter une attitude qui vous permet de résoudre des problèmes. C'est pour ça que, sans qu'il y ait de magie à cela, on acquiert une compétence d'attitude qui nous permet de changer, sans doute, la façon dont notre cerveau fonctionne et donc dont on peut prévenir le stress. L'expérience dont j'ai parlé tout à l'heure sur les élèves pilotes, c'était dans le cadre d'une expérimentation là qui fait l'objet d'études et qui va... il y a une première étude qui a été publiée dans un journal international, une nouvelle qui va être soumise bientôt, qui là est réalisée dans toutes les conditions expérimentales voulues, avec de la physiologie en plus pour mesurer l'impact sur le stress. Et le groupe formé à la gestion des modes mentaux, non seulement une amélioration des comportements, mais en plus c'est le seul qui ne stresse pas significativement en physiologie au moment de la période critique. Donc oui, effectivement, et en plus les mesures ont eu lieu entre 1 et 4 mois après la fin de la formation. Mais, encore une fois, quand on mesure à 1 an, on n'a pas de dégradation de l'acquis. Donc oui, ça marche, même dans les contextes professionnels, même sur des formations très courtes à l'échelle de ce que l'entreprise demande. Oui. Bien. En fait, je voulais poser une question. Est-ce que, par rapport à plus qu'un concept, vous connaissez peut-être les travaux de Daniel Goleman, et donc, effectivement, moi, ma première réaction, c'est d'assimiler l'intelligence adaptative à l'intelligence émotionnelle. Mais bon, c'était par rapport à ça que je suis intéressée. Et le côté artistique aussi m'intéresse beaucoup là-dedans. Alors, effectivement, tout le monde a écouté le lien entre intelligence adaptative et intelligence émotionnelle, pour commencer, de Daniel Goleman, qui est basé, entre autres, sur les travaux d'Antonio Damasio. Des livres comme... l'erreur de Descartes, par exemple. Alors, l'intelligence émotionnelle, très brièvement, c'est basé sur le fait que le fameux préfrontal dont je parlais tout à l'heure est à la fois, si on peut dire, le cœur de notre émotionnel évolué, si on peut dire, ce que Damasio appelait les sentiments, c'est-à-dire la capacité à se mettre à la place d'un autre, l'empathie par exemple, ou la capacité à se projeter dans un futur. Autrement dit, à anticiper nos réactions et donc à être capable de construire une véritable stratégie, avoir des projets, créer des liens durables avec des personnes, etc., malgré les désagréments. Alors que les émotions classiques sont plutôt dans le genre punition-récompense et donc très instables. Il y a un jour où je m'amuse bien avec quelqu'un, le lendemain je m'ennuie, émotionnellement je passe du chaud au froid. Par contre, dans les sentiments, dans cette dimension préfrontale de l'émotion, eh bien, on développe une affection pour quelqu'un qui est un peu au-delà de ses fluctuations émotionnelles quotidiennes. Et qui retrouve en miroir l'évolution de nos pensées plus conceptuelles. J'aime bien telle chose chez quelqu'un, mais j'aime bien telle chose chez quelqu'un, c'est associer ce que j'aime bien et ce que ça me produit. Donc cette intelligence, Damasio a dit, le préfrontal, c'est là où le cœur et la raison se rejoignent. Parce que souvent, vous savez, on l'a opposé. Tu n'as pas de cœur, tu es trop raisonnable, ou vice-versa. Tu n'es que dans les sentiments, mais tu ne réfléchis pas. Vous connaissez ce genre d'invective que parfois on se lance au quotidien, les mauvais jours. Les bons jours, c'est autre chose, heureusement. Eh bien, je dirais que plus on adopte cette attitude adaptative, moins on est dans cette dichotomie, dans cette binarité. Plus on est global, plus on est un être humain au sens humaniste. On pourrait d'ailleurs dire que les 6 dimensions qu'on a vues tout à l'heure correspondent aux grandes dimensions de l'intelligence humaine telle qu'on la reconnaît en général quand on parle d'humanisme. La curiosité, c'est plutôt la créativité, la dimension de l'art. L'adaptation, c'est plutôt la sagesse, la capacité à faire avec les choses comme elles sont. La nuance, c'est plutôt le côté complément d'enquête, c'est ne pas rester dans la surface, je vais essayer de rentrer en profondeur. La relativité, c'est la philosophie. Qui sommes-nous? Où courons-nous? Dans quel état errons-nous? Vous connaissez le topo. Rationalité, c'est la science. Que se passe-t-il au niveau des causes profondes sous les apparences? Qu'est-ce qui fait que les océans bougent dans les marais? C'est quoi les forces qui les animent? Et en dernier lieu, que vais-je faire? L'opinion personnelle, c'est quel est le risque que j'assume de prendre? Puisqu'on ne comprendra jamais tout. Donc, et ce sont les décideurs, les scientifiques, donc, et en dernier lieu, les décideurs qui assument de prendre des risques personnels
au collectif, parce qu'ils savent que la non-décision est parfois plus risquée, mais moins socialement dangereuse. Donc vous voyez la différence qu'il y a entre la vraie prise de risque et la fausse. La vraie prise de risque, c'est de ne rien décider souvent quand ça ne va pas. Mais la prise de risque individuelle est plus exposante sur un plan émotionnel. Eh bien, effectivement, il y a une relation très forte entre l'intelligence émotionnelle et l'intelligence adaptative. Ce n'est pas au niveau des concepts que la différence se fait, c'est peut-être au niveau des applications. Quand on parle d'intelligence émotionnelle, il était très facile, au niveau des terminologies, de confondre l'émotion de « j'aime, je n'aime pas » au sens impulsif, avec, ou même ça me déplaît, je suis agacé, par exemple. Est-ce que mon intelligence émotionnelle est dans l'agacement que j'ai vis-à-vis de quelqu'un qui dit quelque chose qui ne me plaît pas? Ou faut-il être plus précis et définir que l'intelligence émotionnelle, c'est les dimensions préfrontales qu'on vient de voir. Donc je préfère l'intelligence adaptative qui laisse supposer qu'il y a quelque chose chez moi qui va essayer de faire avec la réalité comme elle est. Dans l'émotion, c'est un peu plus fourre-tout. Donc je pense que le concept de Goleman, l'intelligence émotionnelle, ne décrit pas suffisamment finement des travaux comme les nôtres ou ceux de Damasio, qui vont essayer de faire la différence entre émotion et sentiment. Mais, qu'importe, je dirais que dans le domaine des entreprises, aujourd'hui on parle du stress comme d'une problématique à part entière. Alors, encore dans toutes, mais quand même beaucoup. Il y a seulement 3 ou 4 ans, c'était encore tabou, et je ne vois pas bien comment on peut gérer un problème qu'on ne peut même pas s'avouer. Un problème qu'on ne règle pas, je ne sais pas, une facture que vous ne payez pas, en général ça se finit comment? Ça ressort à un moment ou à un autre, et en général c'est plus cher, à tout point de vue. Donc je dirais, un problème pas géré, c'est un problème pas résolu. C'est tout bête. Et comme on voit que c'est lourd, que ça pèse sur la santé des personnes, donc sur l'absentéisme, le présentéisme, les gens qui sont là mais pas en état de bosser, l'efficacité, la créativité, j'en passe, le résultat économique, on comprend à quel point se poser ce problème n'était pas un luxe pour des entreprises qui vont bien, c'est une nécessité pour des entreprises qui vont mal. Et c'est un atout pour celles qui vont bien. Donc, clairement, oui, l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire qui met les pieds dans le plat. Ce qu'il y a bien dans l'intelligence émotionnelle, c'est qu'elle dit qu'il faut traiter l'humain dans son entier. On ne laisse pas l'émotion au vestiaire quand on arrive, comme on l'a dit trop longtemps. C'est pas possible. Si on savait faire encore, pourquoi pas, mais on ne sait pas faire. Et puis deuxièmement, ça voudrait dire que ça ne sert à rien sur le plan de l'évolution des espèces. Bien sûr que ça sert. Pour la créativité, alors je dirais l'intelligence adaptative n'est pas que rationnelle, elle est aussi créative. La dernière dimension, par exemple l'intuition, comporte des éléments rationnels conscients, d'autres rationnels inconscients, d'autres, comment dire, prospectifs, je dirais presque statistiques et inconscients. Je pense que telle chose est plus probable ou plus improbable qu'une autre, mais on ne peut pas la démontrer. Et pourtant, de nombreuses études aujourd'hui montrent que quelqu'un qui décide intuitivement, par rapport à quelqu'un qui décide au hasard, est bien meilleur. Et beaucoup d'études, de plus en plus maintenant, montrent que, sur des problèmes complexes, une tentative d'analyse rationnelle consciente où on veut tout maîtriser est moins performante qu'une analyse intuitive et globale. Donc, sauf être vraiment rationnel jusqu'au bout, c'est-à-dire de prendre d'énormes moyens pour rationaliser des problèmes multiparamétriques, l'intuition est très performante. Alors là, par contre, beaucoup de managers assument souvent de dire « moi, je demande des conseils, je fais faire des analyses, mais au fond, au final, j'ai quand même besoin de sentir la décision et de m'engager dedans. » Et là, ils ont raison, oui, assurément. Quand on applique des processus de conclusion qui ne sont que rationnels, même si la rationalité fait partie du mode adaptatif, eh bien, on peut se planter. Donc, pour revenir à l'art, que peut apporter l'art dedans? Eh bien, c'est la capacité à développer cette relation plus personnelle à soi-même et, pour ne pas dire de temps en temps, indéfendable, mais ô combien précieuse. Donc, je ne peux pas dire pourquoi je pense que c'est mieux que ça, mais statistiquement, c'est quand même mieux de suivre ce que l'on sent quand on ne sait plus comment expliquer, ni démontrer, et que ce qu'on connaît ne marche pas. C'est toujours la frontière entre les deux. Ça ne justifie pas l'amateurisme approximatif dans des domaines où on sait très bien ce qu'il faut faire, où c'est mesuré. Mais quand on ne sait plus quoi faire, ça paraît être du bon sens que de dire il vaut mieux suivre son intuition que de suivre quelque chose qui ne marche pas. Vous savez que dans les entreprises où on permet aux gens de se reposer quelques minutes quand ils en ont besoin, ils produisent mieux. On pourrait se dire, ils vont en abuser. C'est une liberté, on met le doigt dans l'engrenage, où ça va nous mener?
Non, je pense qu'ils ont d'autres raisons de savoir qu'ils ont des résultats à atteindre et j'en passe. Mais s'ils passent leur après-midi à piquer du nez en disant plus à se concentrer, assurément c'est efficace. Alors, si je prends l'exemple maintenant d'un manager ou d'un vendeur, par exemple, qui doit être à l'aise, mais qui n'a pas l'émotionnel pour faire de l'art-thérapie à travers du théâtre en entreprise, on a déjà fait des formations de ce genre qui se révèlent si elles sont bien ciblées sur des difficultés objectivées. Il faut aller faire une analyse des sujets sur lesquels ce sera pertinent. Et là, effectivement, l'art, parmi d'autres solutions, peut être la réponse adaptée au déficit. Si le déficit, c'est une incapacité à pouvoir, si on peut dire, prendre le risque de s'exprimer ou prendre le risque d'exprimer une opinion innovante, alors effectivement, l'art peut être une forme détournée qui nous prépare à l'innovation. Parce que l'innovation, l'attitude qui permet d'être artiste, c'est la même que celle qui permet d'être scientifique. Si vous regardez, un scientifique, il a besoin de prendre des risques, il a besoin de lancer des choses sur lesquelles il n'est pas sûr. Eh bien, un ingénieur, c'est pareil, il y a des moments où il va falloir qu'il prenne des risques. Et ça n'est pas très différent d'un artiste qui prend des risques ou qui se lance dans une improvisation. Donc on a fait travailler les managers, les comités de direction pour faire de l'impro théâtrale. On leur a fait prendre parfois les crayons pour dessiner et pour lâcher des choses qu'ils ne contrôlaient pas. Moins on contrôle, dans une volonté d'exploration, plus on sollicite la capacité d'adaptation. Donc c'est zapper entre les modes, c'est ni bien ni mal, c'est zapper entre les modes. Donc l'art est aussi nécessaire à la rationalité et à la maîtrise que la rationalité est nécessaire à l'artiste pour maîtriser son art. Et après, bien sûr, il y a les curseurs qui ne sont pas tout à fait au même endroit, mais il faut les deux pour tout le monde. Ok, d'autres questions? Bonsoir. Est-ce que vous avez pu dans votre étude demander aux personnes qui étaient sous antidépresseurs? Première question. Deuxième question, la Belgique a été assez championne en Europe occidentale pour la prescription des antidépresseurs. Le français aussi, on va dire. Ok, d'accord. Enfin, en Europe occidentale. Quel est votre message à vos confrères qui en prescrivent de façon un peu trop légère? Je dirais que, comment dire, je ne sais pas si c'est qu'ils en prescrivent trop ou si c'est que le problème est important. On voit là par exemple que le stress pousse des gens à consommer des choses, si on peut dire, trop de nourriture, de l'alcool, du tabac, des médicaments. Bref, l'hyper-investissement est un générateur de compensation, autrement dit l'addiction au travail ou éventuellement à certaines substances, d'abord parce qu'on est mal. Maintenant, de là à dire que la réponse par les médicaments est la meilleure des réponses, non. Mais sans doute est-ce quand même une réponse. Je ne sais pas si quelqu'un qui n'est pas stressé va aller demander à son médecin un antidépresseur. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais c'est quand même parce qu'il y a un problème qu'on le demande. Maintenant, après, une fois de plus, je pense que la réponse par un management correct, par une communication correcte dans l'entreprise, une prise en charge psycho-comportementale adaptée au niveau des patients, donc une formation des médecins, pour ne pas dire le paiement à l'acte de ces activités, serait évidemment une meilleure réponse. Mais là, on rentre dans la médecine préventive, pour ne pas dire la médecine environnementale qui m'est chère, puisque l'Institut de médecine environnementale, mode de vie et santé, vous pouvez vous en douter. Mais clairement, je pense que le stress au travail, vous avez vu 40% des gens qui sont addicts au travail, la tendance à répondre par le découragement et une tendance dépressive sur des situations critiques, c'est malheureusement une réalité. Donc, oui, les médicaments, mais est-ce que c'est qu'on donne trop de médicaments ou c'est simplement un indicateur fâcheux d'une situation difficile? Je ne sais pas. Il faudrait faire une étude plus fine. Alors oui, c'est vrai qu'il y a des études quand même qui ont montré que certains médecins répondent par des médicaments parce que s'ils ne prescrivent rien, ils ne se sentent pas à l'aise. Il faudrait faire une pédagogie, effectivement, de beaucoup de mes confrères sur pourquoi ça les stresse de ne pas prescrire un médicament, même quand le patient ne le demande pas. C'est vrai, aussi. Autre question? Alors, les micros? Bonsoir. J'ai lu récemment un livre sur l'hypothèse du bonheur de Jonathan Haidt qui disait que, heureusement ou malheureusement, il y a une loterie corticale qui dit que quand on est, le niveau de bonheur moyen est influencé par les gènes, entre 50 et 80%, et donc une certaine partie de la population a tendance à voir les choses de manière positive et l'autre de manière plus négative. Alors pour apporter un peu de nuance par rapport à la prise de médicaments,
l'auteur du livre disait qu'arriver à voir les choses de manière plus positive, peut-être de manière plus adaptée, pouvait être résolu par soit de la méditation, soit de la thérapie cognitive, soit peut-être la prise de médicaments, pour autant qu'elle ne pose aucun problème néfaste à la personne qui en prenait, et donc qu'elle remette juste à niveau égal par rapport au niveau cortical le niveau d'hormones ocytocine. Et donc la manière de voir les choses. Alors par rapport à ça, je voulais savoir ce que vous en pensiez, et que effectivement, si ça n'a pas d'effet néfaste sur la personne, le fait de prendre des médicaments de manière à augmenter ce niveau d'ocytocine et peut-être à répondre de manière plus adaptée au comportement n'était pas en soi une bonne façon de faire les choses. Je suis en partie de votre avis, dans la mesure où si quelqu'un continue à prendre un médicament, c'est quand même qu'il est mieux que quand il l'arrête. De là à dire que, pour autant, ce soit toujours la meilleure solution, j'en suis évidemment pas convaincu. Alors pour revenir sur le fond des travaux, comme vous dites, ou Carole Diner qui a publié aussi des analyses, des méta-analyses de ce genre, c'est-à-dire, effectivement, on a une prédisposition au bonheur, plus ou moins grande, et ces travaux semblent montrer qu'on revient à ce niveau spontané au-delà des événements de la vie. Même un choc très important chez quelqu'un qui a plutôt tendance au bonheur, il va très vite retrouver son niveau de bonheur ultérieurement. Alors, est-ce que ça prouve pour autant cette stabilité au long de la vie, que c'est génétique ou biologique? Oui, en partie sûrement, mais rien n'est moins sûr quand même. Un schéma cognitif, Épictète disait déjà il y a fort longtemps, ce ne sont pas tant les choses qui nous font souffrir que l'idée que nous en avons. On sait aujourd'hui que les gens établissent relativement tôt, dans le cadre de leur personnalité, des schémas de représentation. Et ces schémas sont également producteurs de capacité à faire face aux situations, à recruter plus ou moins le mode adaptatif ou le mode automatique. Il y a des gens qui vont penser que devant un problème, on peut résoudre. Ils sollicitent leur capacité créative, alors que d'autres pensent qu'on n'y peut rien, s'ils ne savent pas déjà. Donc, est-ce que c'est véritablement biologique, ou est-ce que c'est plutôt des éléments culturels? À la limite, ce débat-là va être l'objet d'encore beaucoup de publications, on ne peut pas répondre définitivement là-dessus. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que même quelqu'un qui semble mal câblé, pour des raisons biologiques, ou plus probablement pour des raisons culturelles ou personnelles, eh bien on peut le récupérer, y compris par des techniques cognitives. Il faut savoir que les dimensions adaptatives dont on a parlé là, qui corrèlent au non-stress, qui corrèlent à la qualité de vie au travail, sont les mêmes que développent les thérapies cognitives. Et plus particulièrement la troisième vague, dont la gestion des modes mentaux, ou les thérapies neurocognitives qu'on développe, plus mindfulness, etc. Donc on va dire que oui, c'est bien des changements d'attitude. Alors c'est vrai que ça reste un peu une injustice que les uns l'aient d'origine, pour des raisons biologico-culturalo-personnelles, et que d'autres doivent dépenser un peu d'argent, ou de temps et d'énergie pour aller l'acquérir ailleurs. Mais plus on évolue vers les thérapies de troisième, voire quatrième vague neurocognitive, c'est-à-dire on va essayer d'aller plus précisément chercher sur le cerveau ce qu'on a à faire, pour non seulement changer l'apprentissage, mais l'attitude qui permet l'apprentissage optimal, alors effectivement on est sur des temps de plus en plus courts. Maintenant, il est probable qu'on va aussi inventer de plus en plus de médicaments qui vont aller travailler sur l'ocytocine ou sur des intermédiaires qui permettent de reboucler la boucle autrement. Je vais donner un exemple. Si vous arrivez à solliciter le préfrontal pour des raisons biochimiques, pour des raisons médicamenteuses, eh bien vous allez reconstruire vos schémas cognitifs autrement. C'est-à-dire vous allez vous réouvrir par l'expérience. Autrement dit, un médicament, au départ, change une attitude aussi, et peut changer donc l'apprentissage et donc les schémas. C'est pour ça que dans certains cas, la prise peut être provisoire. Il faut faire la différence entre les anxiolytiques qui sont purement symptomatiques, qui sont des coupes-symptômes, comme l'aspirine, c'est de l'anti-fuite, c'est de l'anti-anxiété, avec des antidépresseurs qui tendent à changer les caractéristiques des modes mentaux, donc qui peuvent avoir un impact durable, donc qui peuvent être en quelque sorte des accélérateurs de combustion dans le changement cognitif. Chez les gens qui sont très déprimés, c'est parfois difficile, au cœur de la dépression, d'y arriver uniquement par une approche cognitive, donc antidépresseurs plus thérapie cognitive donnent de bien meilleurs résultats que chacune des deux approches séparément. De là à dire qu'au travail, il faut donner à 40% des sujets des antidépresseurs, je n'irai pas jusque-là. Encore quelques questions ici. Merci M. Pradin pour la qualité de votre exposé et la qualité de votre étude. J'aurais néanmoins, pour vivre l'entreprise par les pieds, aimé avoir également quelques éléments supplémentaires sur ce que vous nous avez présenté. Je voudrais d'abord savoir si le niveau de stress, puisque ces études datent c'est une étude qui vient couronner une
stress a augmenté sur ces dernières années? C'est la première question. Deuxième question que j'aurais bien voulu savoir, c'est dans l'échantillon de personnes qui ont été interrogées, quelle était la moyenne d'âge des gens qui ont été interrogés. À ce niveau-là, puisque moi je vis l'entreprise par les pieds, ce que je peux vous dire, c'est que dans une entreprise, aujourd'hui, on est confronté en fait à deux types de populations. En tant que manager, on est confronté à une population de gens plus âgés, et effectivement, nous retrouvons les différents impacts de stress que vous décrivez, mais surtout, nous sommes confrontés en tant que manager à ce que nous appelons la Y Generation, avec des méthodologies et des méthodologies de fonctionnement qui sont Génération Y pour ceux. Génération Y. Avec des méthodologies de fonctionnement qui sont complètement différentes et des méthodologies d'approche en termes de management qui sont complètement différentes également. Donc par rapport à ça, nous rencontrons maintenant au niveau de cette Y Generation également des facteurs de stress, mais qui ne se gèrent pas de la même manière, qui doivent s'approcher et se traiter d'une manière fondamentalement différente. Et donc je me trouve parfois dans une situation de management un peu schizophrénique où je traite quelqu'un qui a plus de 50 ans et qui doit être traité d'une manière un peu particulière, et un collaborateur tout aussi valable et tout aussi qualifié, mais qu'il faut traiter d'une autre manière. Donc c'est un peu compliqué parfois, et j'aimerais bien aujourd'hui que vous éclairiez notre assemblée sur... Parce que la thérapie cognitive et comportementale que vous décrivez n'est pas la même et ne fonctionne pas de la même manière pour quelqu'un de 50 ans et pour quelqu'un de 30-35 ans. Bien. Ça c'est le premier aspect. En fait, quand j'ai le micro, je souffre du plaidoirie rentrée. Avant d'aller plus loin, je réponds à cette première question. Donc, effectivement, l'étude, tout d'abord, pour répondre à la toute première partie, a été réalisée par TNS Sofres au niveau technique. Et ce sont des panels, donc des groupes de population qui sont représentatives des catégories socio-professionnelles d'une part, et des tranches d'âge, ou des catégories, effectivement, de secteurs d'activité. Donc on a beaucoup de sous-références qui peuvent être d'ailleurs mises à disposition d'entreprises quand on veut faire des comparaisons entre leurs secteurs d'activité et des questionnaires de même nature qu'on appelle le VIPSO, qui a servi de base à l'étude internationale, qui sont employés dans les entreprises et qui permettent de comparer aux secteurs d'activité. Donc ça c'est un premier élément. Donc oui, effectivement, pour répondre à la question, est-ce qu'il y a une évolution en fonction de l'âge ? Sur le poids du stress, c'est plus lié à l'ancienneté qu'à l'âge. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, après, je pense que je vais apporter à la fois une validation sur ce que vous dites, effectivement, et une nuance. La validation, c'est qu'effectivement, on a vu déjà, par exemple, entre manager un francophone et un néerlandophone, il y a des différences assez significatives sur certains sujets. Donc, on ne va pas zoomer sur les mêmes choses. Mais peut-être plus intéressant, c'est que outre le fait que ces différences, quand même, ne sont qu'à la marge, elles portent sur 5, 3%, 5%, 20% maximum. Ça veut donc dire que 80% des gens, toutes tranches d'âge confondues et toutes cultures confondues, sont semblables. Si je vous disais que demain matin, vous avez 80% des chances d'être mort, c'est pas comme si on vous dit que c'est 20% ou que c'est 0. Vous voyez quand même, 80, ça pèse lourd. Quand on dit, on essaie vraiment de se dire. Donc, il y a quand même moins de différence entre générations et entre cultures que ce qu'on pourrait dire si on ne zoome que sur la fraction de différence. Maintenant, même si on zoome sur cette fraction de différence, les corrélations et les relations statistiques, plus généralement dans les analyses factorielles, ne changent pas suivant les cultures et les tranches d'âge. C'est-à-dire que, si vous préférez, quelqu'un qui utilise le mode adaptatif, quel que soit son âge, ça le déstresse. Maintenant, qu'il y ait plus de chances de le faire quand on a 25 ans ou 50 ans, et qu'on est de la génération Y ou d'une autre, ça ne change pas. C'est-à-dire, le fait que je l'utilise, ça me détend, le fait que je ne l'utilise pas, ça me crispe devant une situation difficile. Si je reprends maintenant l'exemple du management, c'est vrai que le manager d'aujourd'hui doit faire de plus en plus de one-to-one management, c'est-à-dire du management personnalisé. C'est vrai, parce que d'abord vous avez des origines culturelles diverses, des transitions entre les générations plus fréquentes et plus nombreuses, vous avez en plus des évolutions technologiques, vous êtes obligé constamment de faire des rezooms avant-arrière. On a vu que les managers qui étaient bien vécus et qui étaient réducteurs de stress pour les populations, quelles qu'elles soient, ce sont ceux qui savent justement faire ces mutations personnelles. Donc c'est une vraie capacité. Et si vous y arrivez, ben voilà, vous faites justement sûrement partie de ces managers qui savent accompagner les équipes, les soutenir malgré leurs différences, malgré leur biodiversité. Et assurément, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est sûrement beaucoup plus nécessaire que dans les études qu'on aurait réalisées il y a 20 ou 30 ans, mais c'est difficile de comparer, on n'avait pas ce genre de critères à l'époque. Deuxième chose, c'était est-ce que ça évolue ?
On a réalisé, nous, une étude nationale en France l'an dernier, mais les panels étaient différents, je ne peux pas directement comparer. Par contre, un de nos confrères avec qui on avait réalisé l'étude en parallèle, dans le cadre de l'OVAT, l'Observatoire de la vie au travail en France, a réalisé, lui, sa partie d'étude avec les mêmes conditions l'an dernier et cette année. Et en France, en tous les cas, ça n'était que français. Il y a une réduction significative du stress dans les grandes entreprises entre 2010 et 2011. Et il y a globalement une baisse du stress au travail, alors qu'on est plutôt davantage en crise. Alors que s'est-il passé en France pendant ce temps-là? Vous l'avez peut-être suivi à travers les médias. Il y a eu une mise en place par différents ministères, différents ministres plutôt, et le ministre du Travail en l'occurrence, de l'accord inter-européen de 2004 et de l'accord français interprofessionnel de 2008, de prévention du stress au travail. Et les entreprises ont même été à un moment donné confrontées à travers une name and shame, c'est-à-dire la publication des entreprises qui s'étaient engagées dans un processus de négociation sur le stress au travail par rapport aux autres. Ça a été un peu l'électrochoc qui a poussé les entreprises, les grandes et moyennes, à se lancer dans la gestion du stress. Toujours est-il qu'il y a aujourd'hui, semble-t-il, une vraie baisse du stress lourd dans les grandes entreprises. Maintenant, sur les moyennes et les petites entreprises, c'est à peu près la même chose. Remonter plus en arrière, souvent ces études, il y a quelques études qui sont des études itératives. Il faudrait suivre par exemple en France l'étude Summer, là, je n'ai pas les chiffres en mémoire, mais je dirais qu'on est passé par un crescendo jusqu'en 2009-2010, il semble qu'il y ait un début de tassement du stress au travail. En tous les cas, ce qu'on peut dire en sens inverse, les entreprises qui mettent en avant la gestion des ressources humaines, au vrai sens du terme, et la gestion de la qualité de vie au travail sont clairement en train de produire des performances améliorées et une réduction des risques psychosociaux. Donc oui, c'est vrai, maintenant ça complique la vie des managers, d'où le fait qu'il faille les équiper. Il faut leur donner des formations, des compétences dans la capacité à manager, sinon c'est eux qui vont péter les plombs. C'est clair. Oui. Essayez de parler bien fort si vous y arrivez. Oui, j'étais surpris par un chiffre qui est 79% des interrogés trouvent que leur travail fait sens. Oui. Je trouvais ça assez positif en fait. Oui. Et je me demandais comment avait été compris cette question. Est-ce que c'est travailler qui fait sens ou c'est ce qu'il faut fait sens pour eux? Oui. Et plus globalement, comment vous vérifiez que les gens ont compris la question comme vous la compreniez? C'est tout à fait clair que il n'y a qu'une façon de le savoir, c'est de faire un processus de validation. Ce questionnaire est un questionnaire qui est en phase finale de validation, autrement dit sur lequel on va aller mesurer par de l'hétéroévaluation sur des centaines de personnes dans les contextes de travail, sur des critères physiologiques, voire biologiques. Donc clairement, cette réponse-là, bon, il y a toutes sortes de stades de validation, qu'on dit faciale, etc., de validation externe. C'est bien avancé, on va dire que oui, a priori, on a déjà vérifié en amont que les gens qui avaient été testés comprenaient bien la question sous l'angle où on l'entendait. Mais bon, c'est clair que de toute façon, par contre, ceux qui ne trouvent pas de sens au travail stressent fortement. Donc c'est un gros facteur de pathologie, même s'il est heureusement pas très fréquent. Après, on a aussi fait des comparaisons entre le public et le privé. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? C'est que le privé se porte mieux du point de vue de la santé mentale et de la qualité de vie au travail que le public en France. Et notamment le secteur de la santé est le plus stressé. On est clairement aujourd'hui dans les hôpitaux français sur une situation critique. Parce qu'on a mis la pression et on n'a pas fait l'accompagnement managérial et organisationnel qui allait avec. On est clairement assis entre deux chaises. On peut espérer que ça va se résoudre rapidement. Il y a des mesures qui sont prises, elles n'ont pas encore porté leurs fruits en tous les cas, et c'est pas dans tous les hôpitaux sanitaires. On me dit encore une question. Je voulais rebondir un petit peu là-dessus parce que justement, j'étais fort intéressée ici par la notion de biocompatibilité dans l'organisation et notamment par la boucle pouvoir-responsabilité. Et notamment justement dans les entreprises de services publics, dans les administrations. Et là, je voulais savoir si vous avez des expériences à ce niveau-là, parce qu'on se rend compte de plus en plus que dans les administrations, on demande aux administrations des résultats. Et ces administrations n'ont pas ce pouvoir, cette boucle responsabilité-pouvoir, ni même les personnes qui y travaillent, mais souvent même pas leurs managers. Et on se demande parfois si les politiques réalisent eux-mêmes la situation de contrainte dans laquelle ils mettent
les travailleurs, les managers, voire les top managers de ces administrations? Et par exemple, est-ce que vous avez déjà eu l'occasion d'en parler avec des politiques? Alors, ça fait plusieurs questions en une, je vais essayer de repartir de la base. Oui, c'est vrai que on voit par exemple que les critères organisationnels sont... On a vu qu'il y avait plus de stress dans le secteur public, et les problèmes organisationnels, ils sont plus fréquents. Ils sont d'ailleurs aussi plus fréquents chez les francophones que chez les néerlandophones. Tout se passe comme si, comme les néerlandophones sont globalement un peu plus en retrait par rapport à leur travail, ça a des vertus. C'est-à-dire qu'il y a peut-être moins d'engagement au niveau des managers, il y a une dimension peut-être plus pragmatique, plus concrète, et donc un petit peu plus rationnelle. Avantages, inconvénients, plus de passion, moins de rationalité, etc. Les deux sont compatibles, on a vu dans le mode mental adaptatif. Toujours est-il que sur les institutions publiques, clairement, le stress y est plus élevé, et les facteurs organisationnels, ils sont particulièrement lourds. Donc ça montre bien que, par exemple, pour la boucle autonomie, responsabilité, c'est dysfonctionnel. Alors, comment le résoudre? Est-ce que les hommes politiques sont conscients de cela? J'espère que non, sinon il faudrait se fâcher. Hein. Je pense surtout que dans les organisations, personne n'est conscient des micro-dysfonctionnements. Les macro-dysfonctionnements, dans beaucoup d'entreprises, étaient identifiés. C'est pour ça qu'on a mis des boucles, des circuits parallèles pour la qualité, pour les ressources humaines, tous les circuits fonctionnels qui sont des circuits de validation, de mesure, de quantification, etc., et qui sortent de la validation hiérarchique. Alors pourquoi c'est important? Parce que c'est difficile d'être responsable et de la qualité de la production, enfin, et de la quantité de la production, et de la qualité de la production, parce que ça veut dire valoriser sa production et la critiquer en même temps. Très difficile sur le plan humain aussi. C'est une deuxième boucle qu'on appelle la boucle de circulation de l'information. Information descendante, production, information remontante, contrôle. Il faut qu'elle soit dissociée. Dans les démocraties, on le sait depuis longtemps, c'est la dissociation des pouvoirs. Exécutif, législatif, juridique, par exemple. Alors, au niveau des grandes organisations, ça semble à peu près tourner. C'est au niveau des micro-tâches que le problème le plus aigu se pose. Je vais prendre un exemple très concret. Une secrétaire à qui on délègue la responsabilité avec des consultants dans une petite boîte de consultants, de remonter dans un groupe plus grand, l'information au niveau administratif sur les justificatifs de frais. Truc basique, on peut demander ça à une secrétaire. Pensez la direction administrative et financière. Pourquoi s'embêter à le faire de loin? Elle est sur place, elle va récupérer les papiers, elle les envoie à la DAF. Et donc, ça paraissait simple. Elle est responsable de la chose. Que croyez-vous qu'il advint quand elle va voir les consultants? Elle, petite secrétaire. On lui aurait au nez. J'ai pas eu le temps. Je te donnerai ça demain. Elle y retourne le lendemain. Elle n'a toujours pas le papier. 15 jours plus tard, elle ne l'a pas. Et là, la direction administrative et financière, on se fâche. Mais on vous a délégué cela, vous nous décevez. Ben oui, mais qui déçoit? Le problème, c'est que tant que la direction administrative et financière tonnait un petit peu au bout du fil en disant « Mais comment? Tu ne m'as pas envoyé tes justificatifs, on est le 8 du mois et tu devais l'envoyer avant le 5 », ça avait du poids. Quand c'est la secrétaire qui fait l'interface, alors là, cool. Donc on s'aperçoit que déléguer une responsabilité sans le pouvoir décisionnel qui va avec ne marche pas. Ça stressait, là, par l'exemple de la secrétaire, eh bien elle s'était trouvée dans une position de stress intense avec un absentéisme de plus en plus grand, c'est-à-dire stress pour dépression. Voilà un exemple. Alors ça, on le trouve partout. Et ça n'est voulu par personne. Ce qui avait été mis en place paraissait intelligent. Simplement, ce qui n'était pas conscient, c'est qu'il y a deux colonnes en face de la tâche. Niveau d'autonomie et décision, qui va avec la responsabilité, et qu'il faut mettre des croix dans les deux ou dans aucune. Quand on aide, quand on accompagne une direction des ressources humaines ou un responsable de service à prendre conscience de cela et qui reprend les fiches de fonction en les gérant ainsi, c'est un des outils, il y en a d'autres, eh bien on s'aperçoit que ça résout plein de problèmes et il va dire « Ah oui, ça y est, je comprends mieux maintenant pourquoi j'ai des gens qui stressent sur telle fonction. » Parce qu'effectivement, on n'avait pas pensé à leur dire. Souvent, dans l'esprit du manager, quand on a délégué, ça va de soi que le niveau d'autonomie va avec. Mais celui à qui on a délégué, lui, il flippe. Il dit « On ne m'a pas dit ». Ne parlons pas des cas où le chef, parfois un petit peu moins cool, a délégué la responsabilité, le lampiste, mais a gardé le pouvoir décisionnel. Ça, c'est un peu plus tordu, mais ça existe beaucoup aussi. Donc, il faudrait créer des lois, par exemple, ce qu'on appelle des méta-règles. Toute personne qui décide quelque chose est responsable de sa décision. Ou à l'inverse, toute personne à qui on confie une responsabilité a par défaut le niveau d'autonomie qui permet
de prendre les décisions qui permettent la responsabilité, par défaut. Si on veut le définir plus précisément, ça doit être écrit, sinon par défaut, elle l'a. Eh bien, ça a l'air de rien, les entreprises dans lesquelles on le fait, ça donne énormément de souplesse avec très peu de moyens. C'est du travail de consulting, ça. Donc dans les hôpitaux, il y a des mécanismes de genre qui sont en train de se mettre en place, par exemple les fiches d'événements indésirables qui permettent de faire remonter des informations. Ça veut dire qu'on n'est jamais puni pour une information remontée, quel que soit son contenu, quelle que soit sa nature. C'est géré par un circuit bis. Ça a débloqué beaucoup de situations. Et beaucoup d'autres exemples de ce genre. Mais c'est vrai que les réponses dans l'administration sont souvent de nature un peu différente de celles qu'on peut apporter dans l'entreprise. On a moins de marge de manœuvre. Mais une fois de plus, ce qui crée le problème, c'est plus l'incohérence. Autrement dit, ce qu'on appelle, nous, le contenant, ce qui fait le packaging du système plutôt que son contenu. Heureusement que finalement, ce qui fait qu'une entreprise peut fonctionner, du point de vue humain, c'est quand même ce qui lui permet aussi d'obtenir des résultats et de la performance du point de vue économique. Sinon, ce sera embêtant. Voilà, je pense que... En tout cas, merci Jacques, et on va encore te mettre ta contribution puisque tu pourras dédicacer tes livres et ceux qui voudront de la documentation. Et en tout cas, merci pour cette soirée. Merci pour tous ceux qui ont participé. Il y avait vraiment une grande qualité de questions et d'interactions. Merci donc.